Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, en premier lieu, je voudrais vous souhaiter une bonne et une excellente année 2019. J'espère qu'elle vous permettra d'accomplir tous les objectifs que vous allez vous fixer et que vous pourrez également garder des bonnes résolutions. Je pense à tous les étudiants qui se disent qu'ils vont commencer leur révision un petit peu avant le début de la semaine de battement avant les partiels. Je sais que c'est compliqué, je suis passé par là. Courage les gars. Alors, aujourd'hui on se retrouve donc 1er janvier 2019 avec une bonne résolution pour la chaîne, faire un peu plus d'émissions et un objectif un peu ambitieux, un challenge, faire une émission en quotidien, donc une émission par jour, qui portera sur les grands arrêts, ce sera l'arrêt du jour, les grands arrêts des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Alors, je vous préviens tout de suite, vu mon emploi du temps en tant que jeune avocat, ça sera compliqué d'enregistrer tous les jours. Donc, plus sûrement, ce que je ferai, c'est que j'enregistrerai le dimanche, enfin le samedi ou le dimanche, cette émission, et je les publierai une par jour. Je feuilletonnerai. Alors, quel est l'objectif de cette nouvelle émission ? C'est de vous présenter des arrêts que vous allez pour la majorité connaître, quand même, qui en tout cas peuvent vous servir pour comprendre le droit des libertés fondamentales, mais également, et ça va être l'objectif de cette première série d'émissions, cette première semaine, c'est de découvrir des arrêts anciens, des arrêts qui commencent clairement à dater, et qui sont fondamentaux, parce qu'ils ont posé des règles qui nous semblent aujourd'hui absolument logiques et qui seraient illogiques de ne pas respecter. Sauf que, comme vous le savez, ce qui se dit, ce qui s'énonce, c'est ce qui ne va pas de soi. Dès lors, si la Cour de cassation, le Conseil d'État ou le tribunal des conflits ou des juridictions européennes ont été amenés, ou constitutionnelles, ont été amenés à sanctionner ces règles par des arrêts, par des décisions jurisprudentielles, c'est que les règles qu'ils sont données n'allaient pas de soi au moment où ils les ont données. Alors, évidemment, ça va être des arrêts très anciens, donc ça va être des règles qui vont, je vous l'ai dit, aujourd'hui vous paraître évidentes. Mais il faut bien comprendre que, si à une époque, elles ne l'ont pas été, on peut très bien imaginer qu'elles ne le soient plus à une autre époque. C'est aussi l'idée de faire un petit peu de pédagogie, et donc de revenir sur des fondamentaux du droit, des bases du droit. Ça va aussi être l'intérêt de vous présenter un projet que j'ai mené depuis 1 an et demi, 2 ans, qui est un ouvrage recueil de jurisprudence en droit des libertés fondamentaux. C'est une maquette, qui est un ouvrage qui normalement devrait paraître cette année, en 2019, qui devrait être normalement édité par LexisNexis, avec qui je suis en collaboration sur cet ouvrage, en négociation actuellement. Actuellement, nous travaillons sur la maquette pour qu'elle soit la plus efficace possible. Ça va être aussi l'occasion de vous présenter cet ouvrage au cours de cette année, sachant que tous les arrêts que je présenterai seront tirés de l'ouvrage. Comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai de quoi faire. Et vu que la jurisprudence ne va pas s'arrêter du jour au lendemain,
malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, j'ai de quoi faire, il n'y a pas de problème. Donc pareil, s'il y a un arrêt que vous voulez absolument voir, il y a un arrêt où vous dites mais il va parler forcément de cet arrêt, oui, un jour ou l'autre je parlerai forcément de votre arrêt. Enfin quoique, mais bon. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez m'en indiquer, s'il y a un arrêt que vous voulez que je fasse impérativement, indiquez-le moi. Clairement, j'ai de quoi faire, donc ça devrait aller. Et je vous propose d'ailleurs qu'on commence par le premier arrêt que j'aimerais vous présenter, qui est un arrêt, c'est un petit peu un hommage que je rends. Un hommage que je rends à avec cet arrêt, c'est un arrêt que j'utilisais énormément pendant mes... quand je passais le CRFPA, je passais le CRFPA en procédure civile. En procédure civile, le professeur que nous avions nous faisait travailler le commentaire d'arrêt. Donc il fallait, comme vous le savez, une accroche. Et c'est un arrêt que j'ai utilisé à outrance. J'ai pas peur de le dire. Sur cet exercice du commentaire d'arrêt pour mes phrases d'accroche, parce que c'est un arrêt qui est magique pour ça, en tout cas à mon sens, c'est la Rolls-Royce. J'ai pas d'autres termes pour ça. C'est la Rolls-Royce des arrêts en matière de droit de la défense. J'ai du mal à voir un arrêt plus qui permet aussi bien de poser le sujet, d'ouvrir tout en étant simple d'utilisation. Ça pose tout de suite le sujet. On peut tout de suite rentrer dans le, que ce soit en procédure pénale ou en procédure civile, on peut tout de suite rentrer dans l'arrêt après. C'est un arrêt qui est suffisamment ancien pour qu'il fasse autorité, que le professeur vous dise oui, non mais... voilà. C'est un arrêt qui est peu enseigné, tout simplement parce que c'est un arrêt qui date de 1828. Donc, voilà. Vous allez assez peu le trouver dans les cours, etc. Moi, je l'avais trouvé dans mon code de procédure civile. Donc, il était bien surligné et je le remployais très souvent, effectivement. C'est un arrêt donc de la Chambre civile de la Cour de cassation de 1828. Verne contre Arvengas, et qui énonce que la défense est un droit naturel. Personne ne doit être condamné sans avoir été interpellé et mis en demeure de se défendre. Alors vous comprenez tout de suite pourquoi est-ce que j'utilisais en procédure. Ce qui pose, quand vous avez des arrêts de procédure civile, ce qui va essentiellement poser question, c'est la question de l'égalité des armes, du principe de loyauté, donc de l'échange des conclusions, l'échange des pièces, l'échange des arguments, et du temps. Entre guillemets, c'est beaucoup de questions qui se posent sur le temps de la justice. Cet arrêt, il est fondamental parce qu'il rappelle qu'on ne peut pas juger sans que la personne ait été mise en capacité de se défendre. Là, je vous l'ai rappelé en début d'émission, on est sur des arrêts qui sont sur des règles très simples qui nous semblent évidentes. Cette règle nous semble évidente plus que tout autre parce que effectivement, évidemment, que si un jour vous allez, si un jour vous êtes attrait en justice et que vous apprenez la veille pour le lendemain de l'audience et le lendemain vous apprenez la veille quels sont les arguments de votre adversaire, si votre adversaire dépose des conclusions la veille pour le lendemain, vous demanderez, et très souvent, en tout cas quasiment toujours, vous obtiendrez un renvoi. Alors, ça arrive que vous ne l'obteniez pas, dans les matières très particulières ou du fait des circonstances de l'espèce, mais il arrive très souvent que vous obteniez un renvoi de manière à pouvoir répondre aux arguments de votre adversaire. Note, ça ne fonctionne pas évidemment
si ce sont des conclusions récapitulatives. Voilà. Quand même. C'est-à-dire que si vous avez tous les arguments et que simplement 3-4 jours avant l'audience, votre adversaire vous envoie des conclusions récapitulatives avec toutes ces pièces en vous disant voilà, on est bien d'accord, ce sont mes conclusions récapitulatives, je reprends tous mes arguments, donc le jour de l'audience, c'est ça que je plaide, il n'y a pas d'opposition possible dessus. Voilà. Vous pouvez pas me dire non mais celle-là vous n'avez pas rappelé tel argument donc vous ne le maintenez pas, etc. Non. Toutes les argumentations sont reprises, il n'y a pas de difficulté. Les mots sont également importants. Ce que nous rappelle cet arrêt, c'est que c'est un droit, la défense est un droit naturel. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit qui a besoin d'être rappelé. On est dans cette période du 19e, de la première moitié du 19e siècle, qui est très marquée par la Déclaration des droits de l'homme, où on rappelle ce qu'est... on rappelle que certains droits sont dits des droits naturels, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, théoriquement, d'être dans la loi, d'être inscrit en lettres d'or dans la loi, pour être accordé à quelqu'un. Il faut aussi se rappeler le contexte de cet arrêt. C'est important et c'est intéressant. Arrêtons-nous un instant dessus. On est en 1828. 1828, c'est la Restauration. C'est-à-dire qu'on est après la période révolutionnaire, bien entendu, on est après l'Empire napoléonien, mais on est surtout après ce qu'on pourrait appeler la première Restauration, c'est-à-dire le règne de Louis XVIII. On peut reprocher ce qu'on veut au roi Louis. C'est quand même plutôt quelqu'un qui a essayé de faire la part du feu entre ce qui pouvait être gardé et ce qui devait être modifié. Il n'était pas forcément sur une position dure, d'un retour dur à l'Ancien Régime. Ce n'est pas du tout le cas de son frère, qui sera son successeur, qui est Charles X. Charles X accède au trône en 1824, et il accède au trône avec ce qu'on a appelé la frange dure, avec les ultra-royalistes. Ce qui sont pour beaucoup d'anciens, c'est assez logique, d'anciens immigrés, qui ont fait partie de la frange la plus dure de l'immigration, qui, lorsqu'ils sont revenus, avaient vraiment cette volonté de revanche sur l'esprit révolutionnaire, et avec une volonté de solder la révolution, et de revenir à l'ancien temps. Il y a beaucoup d'exemples, on sait notamment que les Trois Glorieuses, donc la révolution de 1830, a aussi beaucoup... découle aussi énormément de la question, par exemple, de la liberté de la presse, de l'interdiction de certains journaux, etc. La période, le règne de Louis XVIII se caractérise par un encadrement des libertés. Le règne de Charles X se caractérise par un recul des libertés. Et donc c'est important que la Cour de cassation qui est quand même, il faut le rappeler, une institution napoléonienne, il est important de rappeler que pour la Cour de cassation, de rappeler qu'il y a des droits qui appartiennent aux hommes, même des libertés qui appartiennent aux hommes, même si elles ne sont pas dans la loi, même si elles ne ressortent pas directement d'un texte légal ou, pour le cas du droit de la défense, de la Déclaration des droits de l'homme, qui est dans toutes les têtes, mais qui est quand même un petit peu passé sous silence à cette époque-là. Et la question aborde plusieurs choses, c'est-à-dire que la personne doit être interpellée, c'est-à-dire qu'elle doit avoir connaissance du fait qu'on l'a trait en justice, et qu'elle est mise en mesure de se défendre. Il faut quand même se rappeler que sous l'Ancien Régime, là on va faire un petit peu de sémantique, vous connaissez sûrement l'expression « l'affaire est dans le sac ». L'affaire est dans le sac, c'est une expression juridique. C'est une expression qui ressort de la pratique judiciaire de l'Ancien Régime. Pourquoi ?
Tout simplement parce que parfois, lorsque vous étiez entré en justice sous l'Ancien Régime, les arguments qui étaient donnés contre vous étaient transmis au juge dans un sac, et votre avocat mettait dans un autre sac les arguments pour vous défendre. D'où l'expression « l'affaire est dans le sac ». Les éléments qui constituent cette affaire sont dans un sac qui est transmis au juge. Le juge ouvre les sacs, et donc fait la part entre les éléments qui lui sont présentés. Ce qui est très particulier, c'est que vous pouvez très bien ne pas vraiment savoir pourquoi vous êtes attaqué. Alors bien entendu, sur une question criminelle, la question ne se pose pas. Il y a d'autres problèmes qui se posent, mais cette question-là ne se pose pas, a priori. Et pour ce qui est Et ensuite, sur d'autres questions, vous savez forcément ce qui se passe quand on pense, par exemple, à l'affaire de Monsieur le Gentil. Je vous renvoie à Nota Bene pour la preuve par vieux de Nota Bene pour comprendre, mais lorsque Monsieur le Gentil fait un procès à ses héritiers pour dire « je suis vivant », il n'y a pas de succession, je suis vivant. Voilà, c'est moi. Ça fait du fait d'événements que je vous laisse découvrir dans la vidéo de... Pas de Nota Bene, pardon. Dans la vidéo de Y penser, ça fait un certain temps que je suis parti, donc on m'a déclaré mort. Parce que le jeu de l'absence, etc. Mais je suis en vie. Donc bon, j'ai déjà perdu ma femme, etc. Mais bien, non, faut pas les séparer, faut pas ouvrir ma succession, Voilà. Bon, spoil. C'est improbable, mais il a perdu. Oui. Vous irez voir la vidéo d'Y penser, c'est... Là, il y a bien une volonté de la Cour de cassation de rappeler que d'un point de vue judiciaire, on ne peut pas revenir aux pratiques de l'Ancien Régime, et que la personne doit bien entendu être appelée en justice, elle doit être mise en connaissance des éléments qui sont constitués contre elle, et des éléments qui sont présentés au soutien de l'argumentation pour pouvoir y répondre. C'est le fondement, l'un des piliers de la justice, de notre justice actuelle, de la justice que nous connaissons. Et c'est effectivement ce qui va permettre par la suite de mettre en œuvre un certain nombre d'autres argumentations, de mettre en œuvre un certain nombre d'autres droits, des droits qui découlent du procès, de façon à garantir ces droits de la défense, de façon à garantir le fait qu'il y ait un procès qui se déroule dans de bonnes conditions, avec un juge impartial, etc. Voilà. Ce premier épisode de l'arrêt du jour s'achève. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à me dire en commentaire si vous me conseillez d'autres arrêts ou si vous avez des commentaires à faire. On se retrouve donc demain et toute la semaine pour revenir sur d'autres arrêts anciens. Et j'espère que vous allez donc passer de bonnes fêtes de Noël, que vous aurez une très bonne année et que vous réussirez les objectifs que vous vous fixez. Bon courage à tous!